Bonjour, c'est Christine de Caps TV. Nous allons vous présenter une série de 6 épisodes sur les merveilles de l'Orbe. Et pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'avoir Jean-Claude Laloux. Bonjour Christine. Qui va nous décrypter ce que nous allons voir. Par quoi on commence? Bonjour à tous. On commence à la source de l'Orbe, la première. L'Orbe, une rivière de 67 km, tantôt sauvage, tantôt canalisée, industrialisée et exploitée, mais aussi admirée et respectée. D'où vient-elle? Quelle est sa source? Pour le savoir, rendons-nous en France, au lac des Rousses. Jean-Claude, tu m'as pas dit qu'on était à la source de l'Orbe? Oui, ça te dérange? Un peu, ouais. Un peu. Oui, écoute, on va expliquer ça. C'est la première source de l'Orbe. Ce n'est pas une source qui jaillit de terre, comme les gens se l'imaginent quelque part. L'Orbe se constitue ici, c'est pour ça que c'est la source. C'est l'origine de la rivière. Elle se constitue par l'essorage du marais bombé qui nous entoure et qui se poursuit là-bas. Elle se constitue par les ruissellements qui viennent du Noirmont. C'est la source principale d'amener d'eau dans ce lac des Rousses où nous nous trouvons. Et ce lac des Rousses s'appelle source de l'Orbe. C'est ainsi qu'on localise la source de l'Orbe. D'accord. Alors autre chose, on a un axe de la vallée qui est tout à fait remarquable. L'Orbe est française ici. Elle passera la Loire un peu plus loin. Et on a sur notre droite le chaînon Noirmont, Monttendre. Et puis sur l'autre côté, on a sur les amorces du Rizou. Et tout au fond dans l'axe, tu vois ce grand coin rocheux, c'est la dent de Vaulion, dont on reparlera parce qu'elle a joué un rôle remarquable dans la région. D'accord. Alors moi je trouverais intéressant d'aller voir un tout petit peu mieux ce marais bombé là, parce que c'est un endroit absolument magique qui porte un nom très beau, la Petite Laponie. Et il le mérite bien. Le lac des Rousses est donc la source de l'Orbe. Il mesure 2 km sur 500 mètres pour 19 mètres de profondeur maximum, retenant 5 millions de mètres cubes d'eau, soit le 29e du lac de Joux. Donc voilà, c'est l'Orbe? Eh bien oui, c'est l'Orbe, la petite Orbe, l'Orbe naissante qui vient de s'extraire du lac des Rousses et qui a commencé à traverser ce marais bombé, qui est un endroit intéressant, qui est déjà devenu une tourbière. Donc c'est un endroit où toute la décomposition végétale fabrique de la tourbe, qui est un sol très léger qui gonfle, d'où le terme de haut marais ou de marais bombé qu'on emploie. Et en plus, l'Orbe, elle a très peu de pente, là, donc elle va serpenter et mériter pour la première fois son nom. L'Orbe, c'est les courbes, c'est la forme de sa rivière. C'est pas la seule étymologie, hein. Mais voilà. Et ce coin a un nom merveilleux, il s'appelle la Petite Laponie. Depuis ici jusqu'au-delà de la frontière, jusque presque au Brassus, parce qu'on y trouve vraiment les mêmes territoires que dans certaines zones scandinaves, les petits bouleaux nains, la végétation de marais, etc. C'est la toute petite Orbe, rien à voir avec la suite, on la verra, grondante, écumante dans les gorges et tout ça. Laissons l'Orbe serpenter dans cette petite Laponie et poursuivons notre chemin pour retrouver le lac de Joux. Ça, c'est la dent de Vaulion? Oui madame, parfaitement. Elle est étonnante là, non? Oui, elle n'est pas là où elle devrait, on est bien d'accord. Dans ce qui s'est passé donc, entre la chaîne du Monttendre et la chaîne du Rizou, on a donc 2 chaînons du Jura qui s'est formé par plissement il y a quelques dizaines de millions d'années. Et comme le Jura est une courbe, dans la poussée, les Alpes qui poussaient le Jura devant elle, il y a un moment, il y a des endroits où ça a craqué, ça s'est décroché comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un compartiment qui a avancé plus que l'autre. Et là, le compartiment arrière, qui est le compartiment dent de Vaulion, s'est avancé d'1,5 km par rapport à la chaîne dont il faisait partie structurellement auparavant. Parce qu'il y a eu un décrochement qu'on appelle le décrochement de Pontarlier d'ailleurs, qui est une immense structure transversale du Jura, structure géologique, et qui joue un rôle dans le drainage des eaux de l'Orbe quand elles passent en régime souterrain. Donc c'était intéressant de repérer cette anomalie géologique au passage.
Et puis on a le merveilleux lac de Joux qui a été nourri par l'Orbe, qui maintenant n'est plus la première rivière, est devenu ce grand lac dont on verra la suite du destin un peu plus loin. La Dent de Vaulion est donc une montagne qui s'est formée à la hauteur du col du Melon-Dru, qui s'est déplacée sur 3 km en quelques millions d'années jusqu'à bloquer la sortie de la vallée de Joux. Depuis l'arrivée des premiers habitants au Moyen-Âge, la vallée de Joux est un symbole de tradition et de communauté. Berceau de l'horlogerie suisse, elle unit artisanat et innovation. Entourée de forêts luxuriantes et de son lac emblématique, la vallée de Joux fascine habitants et touristes. Le paysage évolue lentement sous nos yeux. Ici, l'église du pont s'élève de 1 mm par année par rapport à la hauteur de la gare. Bon Jean-Claude, est-ce que tu peux m'expliquer comment s'est formé ce lac? Bon, oui, on doit y arriver. Alors, on va imaginer un glacier qui vient plus ou moins contre nous à l'époque, donc il y a 15 000, 20 000, 25 000 ans, et puis qui petit à petit se fond, diminue. Il y a 10 000 ans, on a le glacier suffisamment fondu pour qu'il y ait un gros lac qu'on appelle périglaciaire qui s'installe. Ce grand lac qui regroupait le lac de Joux et le lac Breney qu'on verra tout à l'heure. Donc il recouvrait tout ça? Ouais, bon, pas jusqu'au sommet, disons une cinquantaine de mètres plus haut, d'après ce qu'on a pu recouper géologiquement. Donc ça, le grand lac, on peut dire, et vraiment qui envahissait tout ce coin. Ce lac, il est nourri comment, en fait? Alors actuellement, c'est évidemment, c'est notre fil conducteur, c'est l'Orbe qui le nourrit pour son plus grand volume. Il y a des petits compléments par d'autres sources qui proviennent de cet aquifère dont on a parlé quand on était à l'amont du Mont-Tendre, qui déverse dedans la source du Brassus, la source du Biblanc. Et puis de l'autre côté, c'est marrant, c'est que là tu vois le lac il bute sur la roche, là-bas pas. Donc là il est sur le fond étanche de molasse, là-bas il bute sur la roche, donc il va déjà avoir quelques premières pertes. Quand il touche le calcaire, il y a le risque d'infiltration. Donc il y a l'entonnoir du Rocheret, la roche fendue, etc. Avec ses 9 km sur 1 km, le lac de Joux est le plus grand plan d'eau du massif jurassien. Sa profondeur maximale est de 32 mètres. Les hivers froids, le lac gèle pour le plus grand plaisir des promeneurs et des patineurs. Et comment ça se fait qu'il est placé ici? Alors l'emplacement de ce lac correspond à ce qu'on appelle un synclinal, c'est-à-dire une cuvette géologique quelque part, qui a été un peu bousculée. On avait vu de l'amont les mésaventures d'Adam de Vaulion, donc évidemment tout ça est très fissuré, très décalé, décroché, mais c'est quand même schématiquement un lac qui est installé dans une cuvette géologique naturelle, qui a été colmatée par la molasse. Quel est le lien? Qu'est-ce qui relie le lac de Joux au lac Breney? Alors le lac Breney, c'est le petit lac qui est juste là-bas derrière, qu'on verra tout à l'heure, avec un tout petit passage de l'un à l'autre. La plus petite rivière du monde, j'en sais rien, c'est quelques mètres. Alors les grandes différences, c'est au niveau de la faune. On a un lac beaucoup plus aéré, avec des truites, des brochets ici, même de la pêche sous glace, c'est extraordinaire. Tandis que dans le lac Breney, on a une faune qui est plus eutrophe, il y a des algues, il y a un déficit d'oxygène qui d'ailleurs a joué des tours aux explorateurs de la grotte de Valorbe dont on parlera bientôt. Ils ont eu des sacrées mésaventures respiratoires à cause de ça. Donc on a quand même deux lacs qui n'ont pas la même dynamique biologique. Oui. Ouais. On dit d'ailleurs que celui-ci c'est un lac d'eau claire et puis l'autre c'est un lac d'eau sombre, c'est ça? Tout à fait, ouais. L'image me semble alors parfaite. Ouais. Et puis tu vois Jean-Claude, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce lac il est super bien entretenu. Ben oui, c'est on est justement le jour où ils font les gros nettoyages de printemps. De printemps, ouais. Non, mais c'est chouette parce que tu vois, à la forme du lac, l'eau elle arrive là avant de partir là-bas, donc c'est là qu'elle dépose. Ça garde une plage accessible, agréable. Bon, on va aller pouvoir... on va au lac Breney alors. On va au lac Breney? Oui. D'accord, ok. On y va. Au bout du lac, on retrouve plusieurs bateaux de plaisance, dont le Caprice 2,
bateau touristique qui navigue depuis 1976. En 1705 et 1777, des barrages sont établis entre les lacs, permettant de curer les entonnoirs de la Goye, soit le lac Breney. Mais chaque fois, le barrage cède. Des ponts sont construits en 1755, 1843, 1899 et 1967. Avec la construction des ponts, le village des Petites Charbonnières est désigné vers le pont, puis simplement le pont. Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, j'adore ça. Mais tu as bien raison, c'est beau. Ouais, Regarde ces reflets, mais c'est beau. Ouais. Et Pégase. En 1959, cette statue de Pégase prend son envol, offerte par la compagnie vaudoise d'électricité. Pour son sculpteur André Lasserre, il symbolise l'envol de l'énergie du lac, libérée par les ouvrages électriques. Mais la suite pour nous, c'est quand même de l'autre côté. Ah bon? Oui, c'est là-bas que l'Orbe s'enfile du lac de Joux dans le lac Breney, géré par un petit barrage qui règle les niveaux. Voilà. Ah, mais c'est beau! Ah ouais, ben c'est étonnant parce qu'on a cette transition, la barrière pour réguler les niveaux, puis la petite rivière qui va faire 50 mètres, 100 mètres, quoi. On passe vraiment du lac à la petite rivière avec les vannes de régulation pour gérer le niveau lac de Joux, lac Breney. J'imagine que c'est surtout commandé en fonction du turbinage de l'usine de la Dernier en bas, Et puis, qui constitue des réserves par moment et puis les utilise à d'autres. Et puis le lac Breney est juste là au bout. Au bout de ce tout petit tronçon de rivière. Exactement. Donc on va y aller? Bah oui. Ok, on y va. Le lac Breney mesure 1,5 km pour 500 mètres de largeur, avec une profondeur maximale de 18 mètres, soit 15 millions de mètres cubes d'eau, le 10e du lac de Joux. En fait, le lac se fait remplir par l'Orbe par ici, c'est ça? Oui, le tout petit bout de rivière qui sort du lac de Joux, exactement. Et ce qui fait Par ces marécages là-bas, oui. Donc celui-ci est plus bas que l'autre? Oui, on l'a vu là-bas, il y a la chute de 2, 3, 4 mètres, réglable, variable, évidemment. Alors on est dans un endroit super intéressant. Ça a été remblayé parce que c'était très marécageux, mais on a gardé un très beau biotope avec, je crois, une réserve de faune. Je ne sais pas exactement ce que ça abrite, mais... Il paraît qu'il y a la loutre. Ah oui, ça serait bien possible. C'est un milieu, Il paraît, hein, c'est ce que j'avais c'est un lu. milieu qui lui conviendrait tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Alors bon, pour nous, pour l'Orbe, alors elle arrive dans ce lac Breney, on va dire 2 km de long. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on aperçoit la dent de Vaulion là-haut, Oui. le sommet de la dent de Vaulion, on a les contreforts devant qui la cachent un peu. Mais surtout, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on retrouve ces fonds qui ont été étanchés par la molasse et les dépôts glaciaires, mais qui butent. Le lac bute contre une barre rocheuse qu'on aperçoit là-bas. Tu vois ces roches grises, ça, on retrouve les calcaires. Donc on retrouve les fissurations, les infiltrations et tutti quanti, ce qu'on ira voir tout à l'heure. Et c'est ce qui occasionne la magie que l'Orbe disparaît ici. Alors le fait que l'Orbe disparaît nous est démontré, regarde en face de toi, il n'y a pas de sortie. Hein. La vallée, elle est fermée, elle est bloquée. C'est le col du Mont d'Orzer en face de nous. Et bah oui, c'est manifestement, on a la fin d'une histoire ici pour l'Orbe. Et c'est là qu'on va voir, on la commentera tout à l'heure, on va voir sa disparition pour la voir réapparaître plus tard. Oui. C'est magique. C'est ça qui est magique. Et si les roches étaient différentes, ça n'aurait pas permis Bah alors, il y a du calcaire pas très loin, donc, mais si on n'avait pas de calcaire ici, on aurait un immense lac peut-être, voilà. On aurait tout autre chose. Mais à ce moment-là, la rivière aurait continué à couler en surface, elle aurait pu éroder son cours et se faire une gorge pour passer le barrage du Mont d'Orzer. Ouais. Actuellement, elle n'a aucune raison, elle ne le travaille plus le Mont d'Orzer, puisqu'elle glisse, elle se faufile dessous. D'accord. Il y a des choses à voir, on peut voir des alors, endroits oui, où elle disparaît, enfin, on peut voir quelque chose. Je compte bien te le montrer, là où le lac Breney s'enfile dans le sous-sol. On va quand même y aller, on va faire le tour du lac, c'est la meilleure façon de se rendre compte de ça, c'est une jolie petite balade tranquille. D'accord, allons-y. Hop là, ah, c'est peut-être un peu mouillé par terre, attention. Oui.
Le lac Breney accueille au moins 6 entonnoirs connus. Rendons-nous au plus imposant, l'entonnoir de Bonport. Mais il n'y a pas d'eau? Non, il n'y a pas d'eau. Tu t'attendais au Niagara ou bien? Ben un petit peu, ouais, quand Oui, même. alors il faut remettre les choses à l'heure, hein. Alors ça a coulé évidemment. Moi je n'ai pas connaissance, je ne l'ai jamais vu couler. Il paraît qu'il a recoulé un petit peu de temps en temps, mais maintenant il est muni d'une vanne qui l'empêche de prendre l'eau du lac Breney. Mais d'abord, pourquoi t'attendais une cascade? Parce qu'on rencontre le calcaire, comme on l'avait expliqué. Donc le fond de la baignoire lac Breney, il est passablement étanche, mais à partir de là, on touche le calcaire qui est fissuré et puis qui engouffre l'eau. Donc normalement, on espérait la cascade, on est d'accord. Alors la vanne permet de réguler ça et de garder l'eau du lac Breney dans le lac. Si tu veux venir avec moi, on voit moins bien, mais on le verra mieux tout à l'heure. À l'autre bout du lac, il y en a une demi-douzaine de ces entonnoirs. Il y en a un autre qui, lui, est en activité. Alors il ne fait pas une cascade, parce que là, il est discipliné pour l'homme. Il va directement dans les tuyaux pour l'usine de la Dernier. Il est capté pour l'hydroélectricité avec une belle hauteur de chute. Donc c'est un entonnoir qui a été... domestiqué. C'est dommage. C'est dommage pour le spectacle, mais bon, ben voilà, c'est l'utilité. Ici, celui-là, Bonport a été domestiqué à l'époque avec une petite usine, une papeterie, un moulin, etc. Donc ben, l'homme, il prend l'énergie là où elle est. Donc s'il l'a à un endroit où naturellement ça fait une cascade et puis ça fait tourner une roue, donc un moulin en avant, ici ben, c'est la méthode moderne du moulin qu'on avait à Bonport. On emmène ça dans les tuyaux, on turbine en bas avec toute la pression de la hauteur acquise. Et on peut voir quelque chose là-bas? Oui, on voit l'eau qui part, alors ça c'est sûr, on voit. Alors je me réjouis d'aller voir ça parce que c'est ce que j'attends impatiemment. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas trop parce que même si là-bas c'est pas forcément spectaculaire, après, quand ça s'est engouffré, la ressortie sera spectaculaire. Ne t'inquiète pas. Je me réjouis. Ah ben voilà, ça c'est beaucoup plus visuel. Alors oui, tout à fait. Là, tu as l'arrivée sous la vanne, on voit bien l'aménagement ancien, la petite trappe, et puis ça s'engouffre, ça s'engouffrait. Les feuilles ne marquent le trajet de l'eau, ça s'engouffrait dans ce truc, et c'est un des 6 de ces entonnoirs. Et ça, c'est le parcours initial? Tout à fait, le parcours de perte, hein, où ça joue, ça fonctionne comme une perte alimentant une résurgence qu'on verra plus loin. Très bien, on peut continuer. On retrouve également quelques entonnoirs dans le lac de Joux, dont l'entonnoir du Rocheret. Le bout du lac Breney? Absolument, et le bout du lac Breney, comme tu dis, ben, c'est un cul-de-sac. Comme tu le vois, dans cette belle roselière, derrière le relief remonte vers le mont d'Orzer, il n'y a pas d'échappatoire. Donc l'orque doit se frayer un autre chemin. Comme elle ne peut plus partir par les entonnoirs qu'on a visités tout à l'heure, qui sont abandonnés, elle est complètement prise ici par le captage de la Torne qui nous emmène à l'usine de la Dernier par des tuyaux, hydroélectricité et tutti quanti. C'est plus très poétique, mais c'est énergétique. C'est comme ça. Et l'orbe disparaît à ce moment-là? Oui, j'ai un peu de peine à dire que l'orbe disparaît là. Mais je pense qu'on en reparlera quand on verra sa réapparition. On pourra rappeler un peu d'où elle vient. Parce que l'orbe, elle s'enfile un peu dans toutes les fissures du sol. Il n'y a pas que les endroits étiquetés où elle s'en va. Elle fait le chemin qu'elle veut. Elle a des fissures au fond du lac, elle a des fissures dans la dent de Vaulion, elle a partout des petits chemins qu'elle seule connaît. Mais on peut aller voir ça, la suite, par un sentier qui nous emmène vers les grottes de Valorbe. Génial! Il y aurait encore beaucoup à dire sur les entonnoirs, les industries et les habitants. Sans oublier les glacières et la construction de la ligne de train pour permettre l'évacuation de la glace vers Croix, puis Paris, entre autres. Mais comme l'eau s'écoule, hâtons-nous de la suivre dans le prochain épisode.